Pierre Giacometti, donc avec nous, cofondateur de Nocom. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Donc je le disais, tableau de bord de la transformation des entreprises réalisé entre le 2 et le 9 avril auprès de 1500 salariés d'entreprises de plus de 500 salariés. On parle des grandes entreprises. Il y a une batterie de chiffres très impressionnants. Alors je ne sais pas, je peux peut-être te laisser démarrer celui que toi tu juges le plus impressionnant de l'ensemble des chiffres que tu as relevés. En fait, ce qui est intéressant dans cette enquête que l'IFOP a réalisée pour nous, c'est qu'on avait fait la même enquête, octobre 2019, quelques mois avant le déclenchement de la crise sanitaire. On avait été à l'époque assez surpris par l'importance des chiffres qui mesurent un peu le niveau d'attachement et de motivation des salariés à l'égard de leur entreprise. C'est vrai que dans l'actualité, dans les médias, souvent, la conflictualité sociale fait émerger un certain nombre de sujets qui laissent penser que l'univers du travail est un univers à flux tendu en permanence et plutôt à mauvais flux tendu. Ouais. Bon, en réalité, la situation est beaucoup plus diversifiée, on le sait. Mais dans cette enquête d'octobre 2019, une très grande majorité de salariés montraient un regard et une relation à leur entreprise de fierté, d'attachement, de motivation, sans que ça soit mettre de côté tous les problèmes qui peuvent émerger dans les boîtes. C'est quand même un constat lié au fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup de salariés, le travail, le rapport à l'entreprise est un élément de protection et probablement lié aussi au fait que c'est une institution qui reste assez source de confiance et de force de relation. 1 an et demi après, on fait la même enquête, début avril. Et ce qui est assez frappant, c'est que tout ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire et depuis aussi économique n'a pas remis en cause ce phénomène. Au contraire, elle l'a plutôt consolidé. Ah oui. On a le sentiment, en fait, que dans cette crise sanitaire et dans cette crise que nous venons de vivre, exceptionnelle, il y a beaucoup d'institutions, le pouvoir politique, ont été mis en cause dans leur capacité d'adaptation, de réactivité, d'anticipation. Et on a l'impression que l'entreprise fait partie de ces univers assez protégés, finalement, par cette mise en cause ou par cette défiance grandissante dans l'opinion, mais en l'occurrence, là, on travaille sur la population salariée. Et moi, c'est l'ensemble de la palette de ces chiffres qui m'ont le plus impressionné. C'est-à-dire, on a l'impression que la crise a renforcé la relation des salariés à leur entreprise, évidemment dans sa globalité. Vous dites considérablement, oui. Considérablement renforcé c'est vraiment intéressant. Et il y a un sentiment d'adhésion à l'entreprise. Il y a un autre chiffre qui, là, renvoie à ce que beaucoup de secteurs ont su démontrer pendant cette crise, beaucoup d'entreprises, c'est la part croissante, 87% des salariés aujourd'hui considèrent que leur entreprise a un rôle social, un rôle d'utilité sociale dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a finalement, avec cette crise, pris conscience dans un certain nombre de secteurs, on en a parlé, la grande distribution a été en première ligne, on a le sentiment que les salariés ont pris conscience avec cette crise que leur travail, leur entreprise, leur secteur jouait un rôle majeur dans la vie économique. Et dans la période qui concerne la sortie du couvre-feu et le retour à une forme de vie normale, on est en train de prendre conscience à quel point toutes ces entreprises jouent un rôle fondamental dans l'équilibre social de notre pays. Mais c'est parfait, tu fais le plan de notre entretien, parce que je voudrais terminer quand même. Forcément, ça a des traductions politiques. Enfin bon, mais on terminera là-dessus. Mais d'abord, je le disais en sommaire, la question de la santé, c'est-à-dire au moment, il ne faut pas avoir la mémoire courte sur tout ce qu'on a traversé durant cette année. Et au moment où on était tous complètement perdus, est-ce que beaucoup de salariés ont eu le sentiment qu'il y avait un refuge quelque part, un endroit où on se mobilisait de toutes les forces possibles pour assurer leur santé? C'était justement l'entreprise et le lieu de travail. Oui, il y a des grands sociologues qui ont parlé de l'importance de la socialisation, du rôle de l'entreprise dans la socialisation et dans la relation. Ouais. On en a une démonstration très très forte à travers les résultats de cette enquête. On sent bien que la force de l'entreprise, c'est d'avoir finalement contribué à laisser perdurer le lien. Ouais. La relation avec les autres, l'endroit où on se retrouve. Alors, on s'est retrouvé physiquement pour certains, en présentiel, comme on dit maintenant, et on s'est retrouvé par des systèmes, par le travail à distance et par tous les systèmes et toutes les technologies qui ont permis de laisser s'installer cette relation dans une période aussi exceptionnelle. Et l'enquête le montre très très bien. On est là aussi très frappé par le caractère très impressionnant des chiffres qui montrent à quel point les salariés ont vu leur entreprise très bien s'organiser, très bien s'adapter, faire preuve d'imagination dans la manière de s'occuper de la bonne continuité de la relation au travail.
Et aussi, ça a été dit dans beaucoup de commentaires sur cette enquête, savoir protéger les salariés contre le risque de poursuivre le travail à peu près dans des conditions normales. Ouais, un point que j'ajoute d'ailleurs, mais on en reparlera, sur celles qui ont le plus mauvaise presse, les grandes entreprises mondialisées, qui, les salariés s'en sont bien rendus compte d'ailleurs, ont pallié les déficiences d'un certain nombre d'États. Voilà, en Inde, il vaut mieux travailler pour Veolia, par exemple, que pour une entreprise indienne pour aujourd'hui être protégé. 80% des salariés aujourd'hui sont satisfaits de leur situation professionnelle, contre 74 dans le précédent baromètre. Et c'est le truc, vous faites une balance entre ambassadeurs, soutien avec modération, circonspect, contestataire. Et cette balance, elle est favorable aux ambassadeurs, soutien avec modération, à 54% contre 46%, circonspect, contestataire. C'est-à-dire, ambassadeur, ça veut dire ambassadeur. Ça veut dire qu'au-delà d'être satisfaits de leur situation, ils sont prêts à promouvoir aujourd'hui leur entreprise. Ce sont 4 groupes, en fait, qu'on a identifiés grâce au travail de l'IFOP, une sorte de typologie, 4 grands groupes qui permettent de mesurer le niveau de relation plus ou moins intense à l'égard de l'entreprise. Les ambassadeurs, à peu près 15-20%, ils ont légèrement progressé d'une enquête à l'autre. C'est finalement ceux qui sont prêts à se battre, mais avec un niveau de motivation qui ressemble un peu au niveau de motivation de militants dans un parti politique. C'est vraiment les fanas. C'est ceux qui sont payés, qui sont salariés, mais qui ont envie vraiment... Pour nous, c'est très intéressant du point de vue des déploiements de stratégies de communication, parce que souvent les dirigeants d'entreprise, les directions d'entreprise, très intéressés et toujours très sensibles à l'idée de la communication extérieure, pensent que la communication extérieure, c'est un petit peu pas le monopole, mais en tout cas, d'abord une priorité des dirigeants. Et nous, on pense que les premiers ambassadeurs de la communication d'une entreprise, c'est pas simplement les dirigeants, c'est aussi ceux qui croient dans leur boîte et qui sont... entre guillemets, simplement salariés, et c'est pas péjoratif de le présenter de cette façon-là, et même chez ceux qui sont dans la bienveillance, on est autour de 50%. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un salarié sur 2. 54 voilà, c'est ça. Un peu plus d'un salarié sur 2, et ce chiffre a légèrement progressé. Ça ne veut pas dire que c'est unanime. Il faut parler aussi de l'autre partie qui préoccupe les DRH, qui préoccupe les dirigeants d'entreprise, qui sont dans un rapport un tout petit peu plus distancié, voire plus critique et sceptique à l'égard de leur boîte. Mais en tout cas, pour prendre la partie la plus mobilisatrice, la plus mobilisée, celle-là, elle représente un trésor de guerre formidable pour les entreprises. Pour parler en bien, pour défendre, pour le cas échéant, être en mesure de mieux expliquer la stratégie de l'entreprise. C'est pour cette raison qu'on pense, nous, que les dirigeants d'entreprise ont vraiment intérêt à se doter d'un récit stratégique clair, partagé par tous les collaborateurs, ou en tout cas la majorité d'entre eux, pour que ce récit soit porté bien au-delà des exercices protocolaires de communication qu'on connaît bien ici, qui font partie des exercices habituels quand c'est des boîtes cotées en bourse, qui font partie des prises de parole quand malheureusement un chef d'entreprise n'a pas d'autre solution que d'aller se mouiller un peu parce qu'il est dans la difficulté ou la controverse. Mais on a tendance parfois à oublier que ceux qui sont derrière, ambassadeurs, bienveillants, à peu près un salarié sur 2, sont prêts aussi à se battre pour leur boîte, soit parce qu'ils y sont depuis très longtemps, soit parce qu'ils viennent d'y arriver et qu'ils sont enthousiastes à l'idée de démarrer et à montrer un niveau d'implication à la hauteur de l'enjeu pour eux. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que dans nos sujets de stratégie de communication, c'est pour ça qu'on fait ces enquêtes, la population interne, au fond, c'est la première cible de la communication externe. C'est la première population concernée. Pourquoi ? Parce que, et je boucle la boucle, quand un patron de boîte s'exprime chez vous, dans un autre média, les premiers à écouter, les premiers à en être fiers, c'est ceux qui travaillent dans cette boîte. Et ce constat-là, malheureusement, il reste encore assez partiel dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que les médias font peur, parce que s'exprimer en public n'est pas toujours forcément facile pour tout le monde, parce que le piège des médias laisse penser que quand on y va, c'est pour se faire tacler. Bon, ce qui est vrai. Voilà. Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Ce qui est vrai. Raison de plus comprends. Pour préparer pour être dans ces prises de parole de manière plus active et plus en mesure de raconter quelque chose qui soit compris par le plus grand nombre et donc notamment par les collaborateurs. Tu sais, puisqu'on a un peu de temps, je peux le raconter. Je l'ai déjà raconté d'ailleurs. Quand on pitchait la création de Bismart, donc il y a 1 an et demi maintenant, je prenais l'exemple de Sanofi. Alors, à l'époque, je ne savais pas. Maintenant, je sais qu'en fait, il ne voulait absolument pas communiquer. Il était handicapé de la communication. Olivier Brandicourt, qui a dirigé Sanofi pendant 4 ans. Mais je disais... Ça a changé aujourd'hui. Oui, et voilà. Non, mais je disais, c'est ahurissant qu'une boîte comme Sanofi, qui est
vous le prenez comme vous voudrez, un trésor national, soit dans une telle situation aujourd'hui que son patron ne puisse pas... Je n'ai pas entendu le son de sa voix pendant 4 ans. C'est pas possible. C'est impossible. Et en même temps, je disais, je le comprends. Parce que où qu'il aille, il va se faire défoncer. Il y aura toujours une bonne raison pour défoncer Sanofi. Et donc, j'en termine en disant... il faut qu'on crée un endroit quand même où le chef d'entreprise soit à peu près tranquille, on va lui parler de son activité, ça ne veut pas dire qu'on va forcément lui cirer les pompes, mais au moins on va lui parler de son activité. Je referme la parenthèse. Mais tu dis, malheureusement un chef d'entreprise doit s'exprimer. Là quand même, durant cette crise, beaucoup de chefs d'entreprise ont massivement communiqué auprès de leurs troupes, d'ailleurs en faisant sauter tous les échelons intermédiaires. Il ne peut pas y avoir de recul en arrière là-dessus ou il peut... Non, je pense que c'est une évolution de long terme. Je pense que la prise de parole, notamment des nouvelles générations de dirigeants d'entreprise, est aujourd'hui plus aisée, plus accessible, que leurs convictions sur le sujet, notamment par rapport à tout ce qu'on peut présenter comme synthèse de ce type d'enquête, montre bien qu'il y a une prise de conscience et une approche nouvelle sur ces questions. Et d'ailleurs, l'enquête le dit très bien, quand on fait faire l'exercice de diagnostic par les salariés de la communication, de la performance de communication de leur entreprise, entre la précédente enquête et celle d'aujourd'hui, 11 points de progression sur le bilan positif de la communication interne. Ça veut dire qu'effectivement, mais oui, depuis 1 an et demi, les exercices de prise de parole pour expliquer comment on s'adaptait, comment on changeait éventuellement le métier, comment on évoluait dans l'offre de services ou de produits, c'est un exercice qui a été probablement beaucoup plus impliquant pour l'interne qu'il ne l'a jamais été. Et je pense que ce mouvement-là est installé pour durer. En revanche, c'est vrai que sur la performance de communication extérieure, les chiffres ne bougent pas beaucoup. On a quand même toujours une bonne moitié de salariés qui considèrent que le patron n'est pas suffisamment visible à l'extérieur, alors même que quand il est visible, il est jugé plutôt positivement dans sa performance. Donc, c'est-à-dire que la marge de manœuvre ou la marge de progression plutôt des dirigeants d'entreprise dans leur communication extérieure est encore très importante. Pour autant qu'ils fassent l'exercice de préparation qui ne consiste pas simplement à se dire, pour préparer une bonne intervention, je vais avoir quelques éléments de langage griffonnés par quelques communicants, parce que ça existe, on sait que ça fonctionne aussi comme ça. Nous, on pense que ça ne suffit plus. Mais ça ne marche pas. Ça marche, voilà, ça marche pas. Parfois, ça peut, c'est terrible. Parfois, ça peut servir un petit peu de roue de secours. Mais nous, le sujet essentiel, c'est d'abord l'authenticité de la prise de parole. Et pour qu'il y ait authenticité, ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas. La meilleure façon d'être authentique, c'est d'abord de travailler sur le fond, sur la manière dont vous racontez l'histoire de votre boîte. Et d'ailleurs, dans l'enquête, il y a un truc très intéressant. Quand on demande aux salariés quels sont les éléments qui les rendent les plus fiers de leur entreprise, la performance et les résultats ne sont pas négligés, mais ils ne sont pas en tête. Qu'est-ce qui est en tête ? L'origine de la boîte, quand je dis l'origine, c'est-à-dire son histoire, ses valeurs, et maintenant l'utilité sociale dans l'entreprise. Si un grand patron sait parler de cela et l'a suffisamment préparé avec ses équipes, normalement, ça fait mouche et ça marche et les gens s'y intéressent. C'est pour cette raison que nous, on fait ce métier-là avec cette approche-là de la communication et qui n'est pas forcément celle de l'approche traditionnelle des secteurs de la com. Et forcément derrière, c'est là où c'est un cercle hyper vertueux, c'est que ça t'éloigne de ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie. Si toi, en tant que manager à la tête d'une grosse boîte du CAC 40, tu considères que finalement ton seul boulot, c'est d'optimiser le gain pour l'actionnaire, tu vas rien avoir à raconter, ça c'est clair. Et tu vas avoir besoin de l'ensemble de ces éléments de langage qui vont raconter une histoire qu'en fait tu ne maîtrises pas. Voilà. Ou alors quand on la raconte, cette histoire-là, cette version de l'histoire-là, la capacité de mémorisation des parties prenantes est devenue assez faible, voire inexistante. Mais voilà, non, voilà. Et puis tu ne peux pas la raconter, tu ne peux pas dire oui, je vais essayer de... Non, et ça, c'est un changement de mentalité et d'évolution de perception des enjeux de communication qui demande du temps. Et même si les choses ont beaucoup progressé ces dernières années, nous, on est assez frappés de voir, notamment dans des boîtes qui sont cotées en bourse, au CAC 40, ou ailleurs quand on travaille à l'international, à quel point les exercices qui sont centrés sur des niveaux d'exigence très importants du point de vue des informations financières prennent toujours le pas sur la capacité de ces entreprises et de ces dirigeants à vouloir mieux expliquer la raison d'être de leur récit stratégique. Tout à fait. Voilà. Non, mais voilà. Work in progress, comme on dit. Un mot, parce que je veux juste qu'on dise un mot de politique, mais un mot sur quand même bilan très largement positif de l'instauration du télétravail. Alors attention, je l'ai dit au début, on parle de grandes entreprises, plus de 500 salariés, etc. Mais globalement, là aussi, ce sera compliqué de faire du retour en arrière. Alors, tu as dit instauration. En fait, c'est l'exercice obligé consécutif à la situation de crise qu'on a vécue. Qu'est-ce qu'il en reste quand on sort de cela ?
Et on n'en est pas loin. Ce qui est très intéressant dans l'enquête, c'est qu'il y a quand même une minorité de salariés qui considèrent qu'il faut maintenant poursuivre dans cette direction et de manière dominante. Il y a quand même une majorité de salariés qui considèrent qu'il faut revenir à une présence dans l'entreprise, partielle ou totale. Mais en tout cas, on sent quand même dans ces résultats, je le vois notamment quand on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, les jeunes générations, les cadres dirigeants, ceux qui ont des responsabilités d'encadrement, ont quand même le sentiment que le pilotage au quotidien d'une entreprise est plus facile quand on est autour de ses équipes, dans l'entreprise. Et ça veut dire quand même que dans cette phase de sortie de crise, le pronostic qu'on peut faire ou le pari qu'on peut faire, c'est que progressivement, le retour au bureau, à l'usine, dans un établissement, va être quand même quelque chose d'assez puissant en mouvement, sans remettre en cause le fait que des habitudes ont été prises et qu'elles peuvent faciliter grandement la coordination et la bonne organisation du travail. 3 minutes sur ton autre passion, la politique, quand même. Un mot. Non, mais moi, ce qui me frappe... Mais c'est de la politique, ça. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, alors, et notamment, je pense évidemment à la gauche, mais forcément, ils doivent réfléchir à l'ensemble de ces chiffres. On ne peut pas avoir le discours qu'on avait il y a 20 ans quand on voit la façon dont aujourd'hui, salariés et entreprises arrivent au moins à s'écouter, à se parler et à évoluer ensemble. Ça pose en fait aussi une immense question à la responsabilité des organisations syndicales, à la manière de représenter les salariés. Comment est-ce que dans un pays comme la France aujourd'hui, ou dans les pays occidentaux, parce que c'est pas propre à la France est bien placée, dans le mauvais sens du terme, sur la syndicalisation. Aujourd'hui, pourquoi les salariés ne se sentent pas représentés majoritairement par les syndicats ou ne choisissent pas spontanément? C'est qu'ils ont probablement le sentiment que les syndicats font partie du discrédit général sur la perte de crédibilité de la représentation. Elle est politique, elle est syndicale. Et quand on voit effectivement les mouvements d'opinion qui traversent la population salariée dans un pays comme la France avec cette crise, on a le sentiment qu'il y a un énorme effort d'adaptation et de remise à niveau sur la connexion à la société. Les partis politiques et les politiques sont concernés, les organisations syndicales le sont aussi, et patronales probablement aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, prenne en compte cette évolution, la regarde, l'analyse, modifie son discours. Oui, et ça veut dire probablement que dans les rapports de force ou dans l'organisation de la relation sociale, quand on voit à quel point des indicateurs de ce niveau mettent en évidence le niveau d'attachement des salariés à leur entreprise, ceux qui la représentent, ceux qui représentent ces salariés, devraient probablement regarder attentivement ce type d'enquête. Ça n'est pas la seule. Il y en a eu beaucoup ces derniers mois sur la transformation du travail avec cette crise. Et le sujet de la santé. Forcément, ça change. Et on parlait des politiques. Quand on regarde ces sujets-là, quand on sait que la population salariée, c'est un électeur sur 2, c'est ça. On aurait tendance à se dire qu'aujourd'hui, plutôt que de se préoccuper d'un certain nombre de polémiques sur la composition des listes régionales, les politiques feraient mieux de s'intéresser à l'état de la société, à ce qui est en train de traverser les mutations que connaît la société française. Franchement, ce qui se passe depuis un an est une source majeure d'information et probablement aura des effets aussi très importants en termes de comportement électoral, peut-être pas immédiatement, mais dans le long terme. Ça, c'est probablement aussi une source d'inspiration pour les politiques. Pierre Giacometti, le cofondateur de Nocom, était notre premier invité sur Bismart.